Aujourd'hui, sur le plateau d'African Woman 2.0, nous recevons une Sénégalo-marocaine, Rabia Diallo, une des rares journalistes télé voilées dans les médias ouest-africains. Elle est aussi blogueuse, écrivaine et CEO de sa propre marque Kundi Luxury. Bonjour Rabia. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là. Merci de m'avoir invitée. Merci. Rabia, oui. Alors, blogueuse, journaliste, CEO, qu'est-ce qui t'a amené à faire toutes ces activités? Je ne sais pas trop, en fait, j'ai tendance à dire qu'à un moment donné, j'ai fait le choix d'aller là où le vent me mène. Et une fois que j'ai quitté le Sénégal pour aller m'installer au Burkina Faso, c'est là où le métier de journalisme est venu à moi, je peux le dire comme ça. Et c'est comme ça que je me suis lancée dedans. Une fois à Abidjan aussi, j'ai eu l'idée de créer, en fait, de me lancer dans la fabrication artisanale de sacs à main en cuir. De par mes origines marocaines, on sait que la maroquinerie de base c'est au Maroc. Il y avait le besoin qui existait. Je me suis découverte cette passion aussi pour tout ce qui est création, etc. Avant c'était quelque chose que je vivais mais que je n'arrivais pas vraiment à cerner ou à réaliser. Et voilà, c'est grâce à Kundi que je me suis rendu compte que j'avais de l'amour pour ça aussi. Et puis voilà. Qu'est-ce qui t'a emmené au journalisme exactement? C'est-à-dire, c'était une passion, c'est vrai tu l'as commencé au Burkina, mais est-ce que c'est depuis jeune, c'était quelque chose qui t'intéressait ou bien c'est quelque chose, comme tu as dit, c'est vraiment le hasard qui t'a amené vers ça? Alors, quand j'étais toute petite, je me rappelle avec ma grande sœur qu'on passait notre temps à jouer aux journalistes, aux présentatrices télé. J'imagine que beaucoup de gens l'ont fait. Donc, je le faisais. Et à Dakar, j'étais dans le privé, j'ai beaucoup travaillé dans le privé, dans les multinationales et notamment dans les télécommunications. Mais à un moment donné, je ne me retrouvais pas forcément dans ce que je faisais, dans une organisation pareille. Et je me rappelle avoir pensé souvent me réorienter vers le journalisme. Sauf que je suis tellement perfectionniste que quand je voyais ce que les journalistes faisaient en termes de contenu, quand je voyais à quel point elles étaient, entre guillemets, cultivées, qu'elles étaient informées sur tout, je me demandais est-ce que j'allais pouvoir être à la hauteur pour ce métier. Mais j'écris aussi. Et dans cette écriture-là, je publiais des billets, des chroniques dans des magazines, notamment dans un magazine à l'époque qui s'appelait Dakar Life. Et donc un jour, un producteur télé m'a contactée pour que je sois chroniqueuse dans une émission sur 2STV. Chroniqueuse, c'est pas journaliste, chroniqueuse, tu viens avec ta personnalité. Donc j'ai commencé comme ça à la télé. Ça n'a pas été une expérience qui a marché parce que contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, je suis quelqu'un de très timide. Donc, tant qu'il y a eu juste une caméra devant ou quelques personnes, il n'y a pas de souci. Mais c'était une émission où il y avait du public et des thématiques avec lesquelles je n'étais pas forcément à l'aise. Et c'était ma première expérience. Donc, ça ne s'est pas forcément bien passé. Sauf la seule fois où je suis venue présenter mon roman. Là, j'ai été moi-même, j'ai pu développer un sujet sur lequel j'étais à l'aise, que je maîtrisais. Donc après ça, j'ai beaucoup été invitée par rapport à justement cette casquette d'écrivain à la télé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à caresser un peu le paysage audiovisuel. Donc à un moment donné aussi, je me suis proposée à Vibe Radio au Sénégal en tant que chroniqueuse littéraire. Donc l'idée était de venir présenter un livre, un ouvrage ou n'importe quoi qui touchait aux lettres tous les jeudis dans une chronique qui s'appelait Jeudi je lis dans le 6-9. Donc je voulais aussi introduire la littérature comme quelque chose qui n'était pas forcément quelque chose de tirer à quatre épingles dans un environnement boring. Je les mets vraiment dans un environnement super intéressant où les gens pouvaient rire mais développer des sujets sérieux. Et donc voilà, c'était vraiment ma première expérience audiovisuelle qui avait vraiment marché. Donc, une fois que j'ai fait ça, mon mari est affecté au Burkina Faso. Donc, je quitte l'entreprise dans laquelle j'étais, j'arrête Vibe Radio et je vais au Burkina. Donc, au Burkina, je suis une mère. Je me dis, bon, là, on vit dans un milieu qui n'est pas mon milieu naturel, ni le milieu naturel de mes enfants. Il faut que je sois présente pour qu'ils ne se sentent pas dépaysés ni perdus. Donc, il fallait que je trouve un travail qui puisse me permettre d'être
sur place le plus longtemps possible. Et donc, comme j'avais déjà fait de la radio, on m'a parlé d'une nouvelle radio qui venait d'être lancée. Et donc, on m'a mise en rapport avec l'animateur principal qui était le directeur des programmes, qui s'appelle Daouda Sané. Donc, moi, je suis allée, comme j'avais adoré ce que je faisais à la radio, je suis allée, je lui ai proposé de travailler avec lui sur son émission qui passait de 9h à midi, ce qui me laissait le temps de venir faire l'émission tranquillement, d'aller chercher mes enfants et de rentrer à la maison. Donc, une fois que j'arrive, il est intéressé par mon profil et il me propose de me présenter à ses patrons. Donc, j'arrive dans le bureau, le directeur de la production me reçoit et là, il me dit qu'il ne me veut pas sur la radio, qu'il me veut plutôt sur le JT de 20h. J'ai jamais fait ça, donc je lui dis non, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Il me dit qu'il a du flair et qu'il sent que ça peut marcher. Et après, j'ai été reçue par le PDG du groupe qui m'a reproposé ce poste-là. Je leur ai dit que je ne l'ai jamais fait, je ne savais pas comment j'allais faire. Ils se sont proposés de me former et sur 1 an, j'ai été formée grâce notamment au fait que plusieurs fois le lancement de la chaîne a été repoussé. Donc, ça me laissait le temps de me former. Et bon, au bout d'1 an, j'ai été prête pour pouvoir faire le JT et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce métier-là. Au JT de 20h et de 13h. Et une autre chose, c'est que ta marque de fabrique, c'est bien sûr ton voile, oui, qui ne te quitte jamais. Oui. Explique-nous d'où vient enfin, je suppose que c'est la foi, mais pourquoi ce choix du voile? Pourquoi ce choix? Parce que je me rappelle, depuis l'adolescence, c'était un besoin que j'avais. C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Mais voilà, mon entourage n'était pas forcément d'accord. Et plus je me renseignais sur la question, les avis étaient mitigés. Bon, j'ai vécu ma vie. Mais la spiritualité a été quelque chose avec laquelle j'ai toujours vécu, depuis toujours. Et donc voilà, avec le temps, c'était un besoin qui était là. Il faut savoir que j'ai décidé de me voiler souvent. Je l'ai souvent enlevé. Mais à un moment donné, ça a été vraiment comme une sorte de nécessité, je dirais, morale vis-à-vis de la relation que j'entretiens avec Dieu et du fait que j'avais envie de lui montrer ma reconnaissance via ce voile-là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de le porter parce que j'avais ce besoin et depuis que je le porte, je me sens mais vraiment beaucoup mieux, plus entière et plus sereine et voilà. Quand est-ce que tu as commencé à le porter de manière continue? Puisque tu as précisé qu'il y a des moments où tu le portais, tu l'as enlevé. Et pourquoi en fait il y a eu ces revirements? Je ne sais pas, je suppose que c'est peut-être le cheminement naturel d'un être humain. Chaque personne a son cheminement spirituel, chaque personne a sa relation avec Dieu. Et j'ai été une jeune femme et une jeune fille très 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 coquette. Voilà, donc quand j'allais des fois chez la coiffeuse, je me rappelle il y avait des fois où j'avais envie de me voiler et je me rappelle même une copine avec laquelle on discutait beaucoup de spiritualité et la veille elle m'a dit écoute moi j'ai décidé demain je me voile. J'ai dit ok demain on commence, elle le lendemain elle se voile, moi je vais chez ma coiffeuse, je me coupe les cheveux carrément à ras et elle était choquée parce qu'elle me dit toi hier on a parlé et moi je me voile et toi tu coupes les cheveux. Et j'avais ce truc où voilà, j'étais partagée entre l'envie de ressembler à toutes les filles du monde, à être belle et cette envie aussi, de par ce que je crois, de par mes croyances et mon interprétation des textes de ma religion, cette envie aussi de ressembler à ce que Dieu aurait aimé voir de moi. Donc à un moment, c'était un choix et je me suis dit, écoute, la manière dont tu te vois n'est pas forcément la manière dont Dieu aurait préféré te voir. Donc entre les deux, je préfère 1000 fois ressembler à ce que Dieu aurait aimé voir que ce qu'à moi j'aurais aimé voir. Donc dès l'instant où j'ai décidé de changer le regard que j'avais sur moi-même, c'était pas forcément le regard de la société qui était un problème, c'était le regard que j'avais sur moi-même quand je me regardais dans le miroir. Je me rappelle la première semaine où je me suis voilée, je me suis regardée dans le miroir. Et tu avais quel âge? Il y a 5 ans, c'était en 2016. Je me suis regardée dans le miroir et personne ne me prenait au sérieux, hein, ma belle famille, ma famille, mes amis, tout le monde pensait que j'allais pas tenir. Et je me suis regardée dans le miroir une semaine après, je voyais une femme avec une longue tunique large, un jean large, bizarre. Je me suis dit, mais Rabia, ça c'est pas toi. C'était pas moi en fait, c'est ce que je me disais. Mais après je me suis dit, écoute,
Il y a eu des sacrifices que des saints et des prophètes ont eu à faire beaucoup plus difficiles. Quand on prend le prophète Ibrahim, quand on prend Noé par exemple, qui ont eu des choix très difficiles à faire et qui les ont faits. Moi, c'est juste un voile que je dois porter. Pourquoi est-ce que ça devrait me poser un problème? Et dès l'instant où je me suis dit, écoute, tu préfères te voir comme ça, tu t'aimes comme ça, ou tu préfères justement, tu vois, tu préfères que Dieu te voie. Il fallait en fait que ces deux regards concordent. Je ne pouvais pas avoir un regard différent. Je ne pouvais pas me le permettre. Et donc, à partir de ce moment, je me suis aimée et je me suis acceptée comme ça. Et au fil du temps, j'ai adapté mon voile à ma personnalité. Et donc, voilà. Maintenant, je suis en phase avec tout ça. C'est très bien. Ouais. Une belle histoire. Merci. Donc maintenant, tu es en phase avec toi-même, tu es contente, tu ne penses pas arrêter de porter le voile? Alors, franchement, je pense que c'est tellement humain d'avoir des doutes de temps en temps. Surtout, en fait, à Dakar, j'ai baigné dans cet environnement-là. Autour de moi, il y avait des femmes qui le portaient et qui le portaient tellement bien. Mais j'avoue qu'il y a des moments, en fait, je le dis parce que il faut que toutes les femmes qui le portent et qui ont ces moments de doute sachent que c'est quelque chose de normal. Il y a eu des moments, surtout au début, où ça me manquait un joli brushing. En plus, j'avais une frange, je faisais de jolies couleurs comme ce que tu as fait. Et il y avait des moments où ça me manquait de porter une petite robe et tout. Mais après, encore une fois, ça me servait même de baromètre, en fait, au niveau de ma foi. Dès que je commençais à avoir ce genre de pensée, je me disais, écoute, il y a un problème dans ta pratique ou dans ta spiritualité. Et ça me permettait de plus, enfin c'est comme si je devais reculer pour mieux sauter. Et voilà, mais aujourd'hui non. J'espère vraiment que je mourrai avec, le voile je vis avec, c'est en moi maintenant et je ne m'imagine pas vivre sans ça. Mais est-ce que tu as été déjà confrontée, parce que bon, on entend, on discrimine beaucoup aussi enfin, peut-être moins en Afrique, plus en Occident, les femmes qui sont voilées et tout ça. Donc as-tu eu à subir ce genre de discrimination par rapport au voile dans le monde du travail généralement? Pourtant pas du tout. C'est vrai que j'ai eu des remarques, des doutes de la part, des appréhensions entre guillemets, je dirais, de la part de mes employeurs, déjà au Burkina, parce que le terrorisme frappait beaucoup à l'époque et il y a eu quelques amalgames mais en fait il y avait un des khalifes de l'islam qui a été un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disait souvent que le musulman ne prêche pas par la parole, il prêche par le comportement. Donc moi ce que je me suis dit, je n'avais pas besoin de beaucoup parler. C'était un choix que j'ai fait, j'étais à prendre comme ça ou à laisser. Je ne pouvais pas faire de demi-mesure, de compromis. On m'a souvent proposé de porter le turban. Je le porte le turban, mais je le porte par choix personnel. Je ne le porte pas pour couper la poire en deux et faire plaisir à quelqu'un qui aurait peut-être peur ou qui aurait des appréhensions ou des doutes par rapport à ça. Et donc je suis restée droit dans mes bottes et j'ai carrément fait comprendre que c'était comme ça et pas autrement. Et ça a été un choix qui a été accepté, respecté et j'ai pu vivre en parfaite harmonie avec mon environnement. Maintenant, au jour le jour, c'est pas tous les jours facile. J'ai été confrontée à des situations où on m'a demandé de retirer mon voile parce qu'il devait y avoir un contrôle de police, ou bien quand on va à l'aéroport, ça peut arriver. Mais après, avec le temps, j'ai réussi à m'adapter en mettant toujours un bonnet et en arrêtant systématiquement d'être dans cette confrontation où, voilà, après, ça devient désagréable. Mais voilà, j'ai été peut-être souvent confrontée, surtout dans les contrôles à l'aéroport ou voilà, ce genre de choses administratives. Mais sinon, pas stigmatisé. Pas stigmatisé. Et comme Dieu fait bien les choses, le premier entretien que j'ai eu après que j'ai porté le voile, franchement, quand j'y allais vraiment avec beaucoup d'appréhension. Parce que je me demandais, que j'étais jamais allée en entretien avec un voile, donc il fallait que je l'adapte bien, voilà. Et quand je suis partie, je suis tombée sur un homme finalement qui m'a recrutée. C'était au ministère des Finances, c'était à la direction de l'appui au secteur privé. Et ce monsieur en question a sa fille aînée qui est voilée. Et ça, je l'ai appris bien après quand on a commencé à discuter. Donc je suis partie en ayant peur et Dieu m'a guidée vers quelqu'un qui avait, voilà, qui comprenait et qui vivait avec.
Donc voilà, juste pour dire qu'une fois qu'on l'a fait, je pense que le choix le plus difficile, comme dit, je pense que c'est Shams de Tabriz qui le dit dans Sophie mon amour, le choix le plus le pas le plus difficile, c'est le premier pas. Une fois que ce pas est franchi, avec tout ce que ça peut comporter comme sacrifice, comme compromis, et voilà, comme beaucoup de choses qu'on prend sur soi, le reste, après, ça devient beaucoup plus facile. Tu parles beaucoup avec des jeunes filles qui sont comme toi, voilées et qui rencontrent certaines problématiques. Quelles sont leurs préoccupations généralement? Alors, pour parler concrètement, j'ai été à une conférence, par exemple, où une fille nous a interpellés. Elle m'a interpellée personnellement également, sur le fait qu'elle devait faire... elle était en train de travailler sur son mémoire, parce que c'était une école de communication et de journalisme. Elle devait travailler sur son mémoire et elle devait traiter du sujet disons, du dress code, si je peux dire ça comme ça, dans les médias. Et ben, son sujet n'a pas été validé. Et donc, elle était en pleine discussion sur le fait, en pleine réflexion sur le fait ou non qu'elles doivent carrément changer de sujet, ou est-ce qu'elle devait quand même se battre pour rester sur ce sujet-là. D'autres filles, une fille m'a contactée, elle n'est pas musulmane, mais elle est chrétienne, pratiquante. Et elle me disait que son rêve à elle, c'est de pouvoir faire du journalisme et du divertissement, mais qu'elle ne peut pas parce que sa foi religieuse ne lui permet pas de se maquiller, de se faire... Enfin, voilà. Et que quand elle me voit à la télé, que sa mère m'a vue à la télé et qu'elle lui a dit « Viens voir cette femme-là », elle est venue avec ça. Donc voilà, elle m'a fait un message un jour pour me dire, et je trouve tellement dommage qu'on doit faire un choix entre sa foi ou ses rêves, en réalité, qu'on doive renoncer à ses rêves à cause de sa foi, ou qu'on doive renoncer à sa foi parce qu'on a des rêves. On devrait pouvoir avoir le choix de vivre les deux en même temps. Mais on a des codes, certainement, qui font que toutes les personnes ne se retrouvent pas ou ont des appréhensions. Mais je crois que quand on croit en quelque chose et qu'on est authentique, en fait, tout va finir par aller, en réalité. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis. Et ces jeunes filles, en fait, elles se retrouvent en toi, en quelque sorte. Exactement. Tu es un modèle pour elles, quelque part. Parce qu'elles se disent, voilà, par exemple, pour certaines, pas toutes, je ne sais pas, je ne connais pas toutes leurs problématiques, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui se disent, peut-être avec le voile, je ne pourrais pas faire ci, ou je pourrais... Et quand elles te voient, elles voient que c'est possible, en fait. Donc j'imagine qu'il y en a qui t'approchent aussi avec ce... oui, il y en a qui me... C'est souvent des filles voilées, justement, qui me font des messages, souvent sur les réseaux sociaux, pour me dire, voilà, qu'elles sont voilées, qu'elles aimeraient des conseils, ou qu'elles ont ce rêve-là. Même si ce n'est pas pour forcément le métier des médias, mais pour autre chose. Et que grâce au fait qu'elles me voient, moi, faire ce métier, ça leur donne de l'espoir. Et ça, pour moi, c'est juste un honneur, en fait. J'ai eu cette chance-là et cette grâce de Dieu de pouvoir être à cette place. C'est pas forcément un mérite, comme on dit ça chez nous. C'est plus de la chance et un honneur de la part de Dieu. Et j'espère pouvoir mériter cette place-là. J'espère pouvoir l'honorer également, en sachant que je ne suis pas un être parfait, mais j'essaye d'être la meilleure version de moi-même tous les jours. Donc voilà. Tu es aussi écrivaine. Ouais. Écrivaine, parce que tu disais justement que tu avais déjà écrit, tu es venu parler de ton livre, tu avais une émission à Dakar sur le Vibe Radio. Mais comment tu es passée à l'écriture? Parce qu'écrire un livre, c'est pas... On ne se lève pas et puis on décide d'écrire un livre. En fait, l'écriture et moi, c'est vraiment la seule chose à laquelle je suis liée depuis toujours. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Et je me rappelle qu'à l'école, depuis mes classes de primaire,
j'avais besoin de pouvoir même comprendre les problèmes de mathématiques qu'on nous posait. Et je me rappelle que mes maîtres souvent me disaient « Ah ben, si tu veux être forte en maths, il faut que tu sois forte en français. » Et je pense que c'était des choses comme ça qui m'encourageaient à lire. Et ma mère lisait beaucoup. Donc moi, j'ai commencé à m'attacher aux livres et j'ai aimé ça parce que c'était... Une fois que j'étais dans un livre, j'étais dans un autre monde, j'étais dans un autre univers et voilà, je voyageais alors que j'étais sur place. Donc j'ai beaucoup lu et avec le temps, je me suis découverte une plume que les gens aimaient. Ça me surprenait moi-même que les gens aimaient, mais quand j'écrivais quelque chose, un poème, je me rappelle, le premier poème que j'ai écrit, c'était en 4e. Et je l'avais écrit parce que j'avais une amie qui était très très proche de moi, qui s'est mariée à l'époque, j'étais en 4e, je devais avoir 13 ans, elle en avait 15, et qui a été mariée, entre guillemets, disons, voilà, de force. Et j'ai été séparée d'elle, et je l'avais très très mal vécu. Donc j'avais écrit un poème pour elle. Et donc j'ai montré ça à mes camarades de classe qui ont apprécié. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Après, j'ai souvent participé à des concours de dissertation pour lesquels on me sélectionnait. On me demandait d'écrire des textes, des poèmes pour les thèmes de la semaine culturelle à l'école. Et donc voilà, donc à un moment donné, c'était pour moi évident que ça allait être une continuité. Donc j'ai proposé mes services à un magazine qui s'appelait Icône. C'était un des premiers magazines People de Dakar. Le directeur de publication Mansour Diam m'a reçu, je lui ai parlé, il a été d'accord. Donc j'ai écrit un premier papier. Et ça c'était quand? C'était après le bac, pendant que tu étais au lycée? Non, c'était après le bac, ça doit être enfin, dans les années 2000, quoi, peut-être 2005, je ne me rappelle plus, ça date quand même d'assez longtemps. Et voilà, j'ai commencé à écrire, j'ai écrit un premier papier qui a beaucoup fait parler. Parce que j'avais écrit sur le principe qu'on appelle le mbaran chez nous, je ne sais pas si tu connais. Tu vois, le principe d'avoir plusieurs petits amis à gauche et à droite qui t'entretiennent. Donc voilà, j'ai écrit sur ça. Pourquoi sur ça? Je ne sais pas, c'était le sujet qui m'inspirait. Le sujet du moment. Et voilà, j'ai commencé à écrire comme ça. Après Icône, c'était Dakar Life. Après, ça a été CNews News. Et voilà, c'était des papiers. Puis quand j'ai sorti mon premier roman, j'ai lancé mon blog et puis voilà. Un roman sur? C'est un roman qui traite de plusieurs sujets. En fait, en général, quand j'écris quelque chose, bon, tu me connais, je suis très bavarde. Et j'ai 50 000 idées dans ma tête chauffe tout le temps. C'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui le dis. C'est vrai, c'est quelque chose que j'assume. Mes proches savent que je suis très bavarde. Donc, j'ai pas réussi à rester sur un sujet, mais le sujet central quand même, pour être sérieux, le sujet principal traite du conflit de génération. Mais après, il y a plusieurs sujets autour, comme les histoires de caste, comme en fait, il y a que des victimes en fait dans ce roman-là. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui a raison, l'autre qui a tort. Je traite plutôt justement des problèmes de communication qu'il peut y avoir entre les gens. Le fait que, par exemple, un parent soit trop strict et qu'un enfant l'interprète mal, alors qu'en fait, c'est le bonheur de son enfant qu'il veut, l'enfant qui le vit mal et qui veut quand même prendre sa liberté à tout prix et qui se retrouve après dans des situations extrêmement compliquées et difficiles. Et donc voilà, je parle de tout ça dans ce roman-là. Donc là, en septembre, il y aura la sortie d'un album jeunesse. J'ai collaboré avec les éditions Nimba, Editis, donc en l'occurrence. Et donc voilà, c'est un album jeunesse qui s'appelle La dent de lait de Maëlle. La dent de lait de Maëlle. La dent de lait de Maëlle. Voilà, qui va sortir, et voilà. Et ça, c'est un livre pour les jeunes? C'est un livre jeunesse, exactement. Jeunesse, voilà. Les enfants de voilà, maximum 10 ans, 10-12 ans. Voilà. D'accord. Okay. Et ça, c'est un projet sur lequel tu travaillais? Oui, c'est quelque chose qu'on m'a proposé et puis voilà, qui m'a parlé. Et j'ai des enfants, donc j'ai appris au fil du temps à pouvoir parler aux enfants, parler en langage enfant. Et c'est grâce à ça que j'ai pu écrire une histoire qui tourne un peu autour de mes expériences personnelles avec mes enfants. Et puis voilà, ça a parlé à la maison d'édition. Et puis, voilà, on a collaboré là-dessus. Et voilà. L'entrepreneuriat. Oui. Tu es rentrée dans l'entrepreneuriat, tu as ta propre marque. Comment tu es arrivée là aussi? Tu es arrivée à beaucoup de choses. Hein, mais... Beaucoup de choses, justement. Et c'est important que tu dises tu y es arrivée. Parce qu'avant que j'y arrive, j'ai connu plusieurs échecs. En fait,
Kundi n'a pas été la première entreprise que j'ai créée. Ah oui, Kundi, c'est ta marque. Voilà, c'est ma marque. Et l'entreprise s'appelle Vêtements. Et voilà. La toute première entreprise que j'ai créée, le nom était tellement ridicule en plus. Et j'étais très jeune, je ne devais pas avoir, je devais avoir peut-être entre 20 et 22 ans. Ça s'appelait Commania, parce que j'étais passionnée de communication et de publicité, etc. C'est un milieu qui m'a toujours vraiment émerveillée. Et voilà, ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé à gauche et à droite. Et après, avant de quitter Dakar pour aller au Burkina, j'ai créé une autre agence de communication. Bon, après avoir franchement amassé, je dirais, beaucoup de bagages, etc., d'expérience, etc. Et après m'être développée, après avoir construit mon réseau, j'ai créé une autre agence qui s'appelait Free, qui existe toujours d'ailleurs. Oui, oui. Et donc voilà, j'ai fait comme... Le nom est déjà mieux. Voilà, le nom est mieux, non? Et ça me ressemblait en fait, c'était vraiment un nom qui me ressemblait. Free, ça s'écrivait F-R, 2 E, mais avec un point d'exclamation en plus. Et donc voilà, j'ai pris des bureaux en centre-ville, mais vraiment un gros projet. Malheureux, je ne peux pas dire malheureusement, je suis tombée enceinte en fait. Une grossesse qui a été très très difficile. Et donc tu n'as pas pu poursuivre. Et donc je n'ai pas pu poursuivre. Et donc juste, peut-être c'est 1 an après la naissance de mon fils, c'est là où on a dû partir. C'est là où on a dû partir en fait au Burkina Faso. Mais cette entreprise existe toujours. Mais par contre, j'ai quand même eu à travailler grâce à cette entreprise, avoir des marchés, etc. Mais voilà, par rapport à, vu les circonstances, je n'ai pas pu continuer. Et au Burkina, c'est pas forcément, à l'époque en tout cas, et jusqu'à présent, à cause de la situation sécuritaire, c'était pas un pays dans lequel j'avais forcément envie d'entreprendre ou d'investir, parce que déjà c'était ma première expérience en tant qu'expatriée. J'avais besoin d'être là pour mes enfants, j'avais pas forcément d'opportunité pour l'entrepreneuriat, et je savais qu'on avait un temps, voilà, court. Je me suis dit, le temps que l'entreprise prenne, on sera déjà parti. Donc c'est pour ça, c'est à cause de ça aussi que j'ai préféré rester salariée et m'occuper un peu plus de la vie à la maison. Et quand je suis arrivée ici, les choses ont été différentes. Abidjan, c'est une ville d'opportunités. Et en fait, j'étais pas forcément branchée sac de marque, sac en cuir, etc. Parce que les climats dans lesquels je vivais, que ce soit à Dakar ou au Burkina, faisaient que même si j'avais un sac en tissu ou un sac en synthétique, en faux cuir, ça tenait. Mais ici, au bout de 2 semaines, mes sacs ne ressemblaient plus à rien du tout. Et je me suis dit, tiens, climat, l'humidité. Exactement, je me suis dit, tiens, c'est un pays où ce besoin en sac de cuir existe vraiment. Même pas parce qu'on veut du luxe, mais parce qu'en fait, c'est nécessaire. Et c'est comme ça que l'idée est née, en fait. Je me suis dit, je pourrais fabriquer des sacs en cuir, simples, banalisés. En fait, avec le temps, l'idée a commencé à émerger, puis à grandir. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je devrais faire un sac banalisé? Je ferais un sac avec une marque. Et ma sœur et moi, une fois, on discutait par rapport à un projet qu'elle avait, elle aussi, dans ce sens-là. Et on avait trouvé le nom Kundi pour son projet. Finalement, son projet, elle n'a pas continué. Donc, je me suis dit, on prend ce nom de famille, on prend ce nom de marque, parce que c'est le nom de famille de ma grand-mère. Et la mère de ma mère, qui est marocaine. Mais en fait, ce nom a une connotation tellement internationale. On peut le retrouver au Maroc, par exemple, ça sonne très hispanique, italien, même américain. Quand on est en Afrique, ça sonne africain. Et je me suis dit, Kundi me ressemble en fait. C'est vraiment ce mélange-là que je suis, de par mon père qui est africain subsaharien noir et de par ma mère qui est marocaine maghrébine blanche. C'est vraiment un nom qui représente tout ce que je suis. Et c'était un hommage que je voulais rendre à ma grand-mère pour cette femme qu'elle est, et à ma mère également pour ce sacrifice qu'elle a fait, d'avoir tout laissé pour rejoindre mon père et voilà, nous mettre au monde et puis l'avoir accompagné. Donc voilà, c'est comme ça que Kundi est né. Et puis Kundi a fait son petit bout de chemin. Kundi qu'on apprécie d'ailleurs. Ah, merci beaucoup. Avec les kimonos. Les kimonos, les sacs à main. J'ai fait une première collection
qui grâce à Dieu et grâce à Afrique Femmes aussi a marché, alhamdoulilah. Et la nouvelle collection qui s'appelle Joyce et sera normalement disponible au mois d'octobre, une plus grosse collection avec beaucoup plus de couleurs. Et voilà, donc ça me fait plaisir de voir que ça a pris, contrairement aux autres. Donc j'espère que je suis vraiment cette fois-ci sur la bonne voie. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Tu parlais justement de ce brassage de culture, ce métissage. Comment tu le vis, ce métissage en Afrique, ce côté de ton père qui est sénégalais et ta mère qui est marocaine, et encore, bon, c'est moins difficile puisque tu restes quand même africaine de par tes deux nationalités. Mais comment tu vis ce brassage de culture? Tu arrives à bien naviguer les deux mondes? Oui, et moi je suis quelqu'un qui aime optimiser surtout, qui aime toujours voir le côté positif et utile de toutes les situations dans lesquelles je suis. J'ai toujours l'habitude de dire que je ne suis pas 50%, 50%, je suis 100% des deux. Parce que quand je suis dans les cérémonies familiales poulard du côté de mon père, je suis dedans. J'appartiens à ça, je me retrouve dans ça. C'est ma culture. On ne va pas me dire que bon, tu appartiens qu'à 50%. Quand je suis dans les cérémonies familiales et traditionnelles marocaines aussi, j'y suis à 100% parce que ça m'appartient aussi. La maman, c'est elle qui éduque. Donc je dirais que quand j'ai grandi à Dakar, mais j'ai grandi dans une sorte de bulle en fait, où il y avait ma mère uniquement. Après, il y avait la famille proche. Mais bon, comme je dis, c'est la maman qui élève, c'est la maman qui éduque. Donc, et les Marocaines ont cette capacité extraordinaire d'importer le Maroc chez elles, peu importe où elles sont. Donc, c'est le salon marocain, systématiquement, c'est les plats marocains, c'est les traditions marocaines. Donc, il y avait des côtés qui étaient plutôt agréables, et on avait qui l'étaient moins dans l'éducation, dans la pudeur, voilà, purement arabe et donc en l'occurrence marocaine. Et donc voilà, et j'ai vécu dans ça, mais j'ai vécu dans une bulle jusqu'au moment où je me suis mariée, où j'ai émergé, où j'ai découvert un autre Sénégal que je ne connaissais pas, une société que je découvrais en même temps, enfin que je découvrais, et voilà. Donc c'est ça un peu en fait la difficulté entre guillemets quand on est issu de deux cultures, parce que moi, là, j'ai beaucoup voyagé au Maroc quand j'étais petite. Après, à un moment donné, j'y suis pas allée. Et à un moment, on a cet appel des racines qui est là. Et quand j'ai commencé à travailler et que j'ai pu me payer mes billets d'avion toute seule, je me suis payé un billet d'avion et je suis allée au Maroc. Parce que je me sentais beaucoup incomprise. Je suis très spontanée. Quand je parle, je ne me mets pas entre guillemets de filtre. J'aime être à l'aise dans ce que je dis. Je suis quelqu'un d'entier, de très émotif. Donc je veux dire, je pleure pour rien. Et c'est des choses qui ne se pardonnent pas dans une société comme celle du Sénégal. Et j'étais mal à l'aise parce que j'étais comme ça, je voulais changer. Et j'y arrivais pas. Et une fois que je suis allée au Maroc, que j'ai rencontré ma famille, que la première fois que je voyais même un cousin de ma mère qui m'avait jamais vue, qui me prend dans ses bras, qui pleure, mes tantes qui pleurent, ma grand-mère qui pleure à tout va, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas anormale. C'est juste que j'avais besoin de ça, de pouvoir retrouver ce côté de moi et de me pardonner, et puis en fait, de me comprendre, d'accepter que j'étais comme ça. J'étais justement ce mélange, voilà, hypersensible, ce mélange des deux, très affectueuse, et voilà. Mais avec le temps, grâce à Dieu, maintenant, je suis arrivée justement à pouvoir me paramétrer, en fait, je dirais ça comme ça, personnaliser tous les paramétrages et être Rabia dans cette globalité et dans cette diversité-là. Donc voilà. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille ou un jeune homme, d'ailleurs, qui veut justement se lancer dans les médias? Alors, je trouve que déjà, les médias, c'est un métier à vocation. On aime, on fait. Si on pense que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour nous, mais qu'on le fait juste pour gagner de l'argent, moi, je ne conseillerais pas à cette personne-là de se lancer dedans. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui est prenant. C'est un travail qui nécessite un don de soi, un don de sa personne. Donc, c'est un travail qu'on doit faire par passion.
et par amour. Et moi, c'est même pas, je veux dire, c'est même pas un conseil que je devrais donner à une personne qui a forcément envie de se lancer dans les médias. J'ai envie de donner ce conseil-là à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans des métiers qui sont leur passion. Il faut être authentique, il faut être vrai, il ne faut pas avoir peur du travail, il ne faut pas aimer la facilité, il faut être honnête, il faut être bienveillant, parce que le karma existe. Il ne faut pas vouloir forcément passer sur des cadavres pour réussir. Il faut avoir des principes et il faut y mettre du cœur et y croire en fait. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois, ça n'a pas marché 2 fois, ça n'a pas marché 10 fois que ça ne marchera pas à la 11e fois. On essaye, on s'améliore, on prend les critiques entre guillemets qu'on reçoit, constructives on les prend, qui sont malveillantes, on les met de côté et on essaie de voir comment on peut s'améliorer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, être toujours la meilleure version de soi-même pour pouvoir finalement pulvériser tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Je suis quelqu'un qui aide les autres, n'est-ce pas? Ça fait partie. J'essaie d'être là. Si. J'ai eu un papa qui m'a énormément inspiré, paix à son âme, énormément. Mon père n'avait pas besoin de parler, en fait, pour m'éduquer. Mon père m'inspirait dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être. Et je tendais beaucoup l'oreille quand il discutait avec les gens, quand il leur donnait des conseils, quand il leur parlait des principes de vie. Et l'empathie, pour moi aussi, est une valeur essentielle. Et c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois que je peux être là pour quelqu'un, je suis là pour quelqu'un parce que j'aime faire aux autres ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Et je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Et ça a été aussi un principe de vie pour moi. Quand j'ai lu un hadith, tu dois savoir ce que c'est, ça fait partie de la tradition islamique, disons des leçons de vie du prophète, qui disait que l'hypocrite, c'est quelqu'un qui fait aux autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Et c'est un principe aussi de vie, un principe de vie religieux. Et dans l'islam, justement, aider, être là pour les autres, c'est important pour ses voisins, pour ses amis, pour la communauté et pour tout le monde. Et pour même juste son frère ou sa sœur en humanité en fait, un être humain tout court. Donc je suis quand même une personne avec une dualité extrêmement forte. Je peux être quelque chose et son contraire à la fois. Donc je peux être, comme j'ai dit, très bavarde et certains moments très silencieuse et très solitaire, très sociable ou certains moments où j'ai envie juste de rester dans ma bulle. Très joyeuse, il y a des moments où je suis tranquille. Quand je dois être sérieuse, je suis sérieuse. Quand je dois m'amuser, je m'amuse. Et je suis extrêmement sensible et très intuitive, mais en même temps très objective. J'aime me baser sur les faits, pas sur des on-dit ou sur un ressenti. Même si après souvent, je me rends compte que mon ressenti du début était le bon, mais j'aime donner le bénéfice du doute en fait. Et donc voilà, c'est en gros Rabia Diallo ça. Merci Rabia. Merci à toi. Félicitations Rabia pour le lancement de ta marque. Merci beaucoup. Et c'est grâce aussi à Afrique Femme. Non, ça, il faut que je le dise. Oui, mais la marque parle d'elle-même aussi. Ah, merci beaucoup. On espère qu'on en reparlera. Oui. Et c'est franchement un honneur d'être là à cette place où ont été de grandes dames. Et j'espère un jour être une grande dame comme elle. Et franchement, merci de m'avoir. Mais tu es déjà une grande dame puisque tu es là. Oh là là, alors, je connais cette marque aussi. Tu connais? Oui, je connais bien Sokona en plus. Enfin, j'ai échangé souvent avec elle, Hijab Ivoire. Je dois le montrer. Oui, non, et puis tu peux l'ouvrir aussi. Hein, si tu veux. Oui, absolument. Superbe. Ah, en plus, j'adore ces coffrets. Oui, et c'est toujours bien fait. Oui, bien fait. J'aime beaucoup le soin. La décoration et le packaging est vraiment bien fait. Merci beaucoup, Tata. Vraiment, l'attention. Merci. Je t'en prie. Donc, on t'a pris aussi des senteurs. Je peux lire la carte, non? Oui, vas-y. Pour nous, vous êtes spécial. C'est pourquoi nous tenons à vous remercier pour votre confiance en Hijab Ivoire. En tout cas, c'est une marque à suivre. Hein. Elle est sur Instagram. Oui. Elle fait de très belles choses. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien emballé, c'est bien joli. Alors ça, ce sont des senteurs. J'adore ça. Oui, voilà, c'est pour la maison. Donc, ça vient de chez Mayaka. Mayaka, c'est une dame aussi qui fait des senteurs, elle fait des bougies et tout ça. Donc, elle est là. Donc, il y a
Je pense que vous avez été inspiré parce que je n'ai que ce que j'adore. Ah, tu vois, non? Je te connais un peu quand même. Ouais. Et là, on t'a pris un peu des alcools. Non alcoolisé. Bien sûr, non alcoolisé. Hein. Ah On bon? précise. Je ne suis pas en train de te donner du champagne. Ok. De 0%, non. 0 Voilà, degré. 0 degré. Ok, Ouais. d'accord. 0 degré, c'est la marque et Oui. c'est sans alcool. Tout est sans alcool. Mojito. Voilà. Et ok. Donc, D'accord, Night Orient. tu vas boire un peu de tout ça. Et puis, c'est une jeune dame aussi qui fait ça ici. Elle est basée ici, Naïma. Naïma. Oui, voilà. Ok, d'accord. D'accord. En tout cas, je suis très très touchée. Merci beaucoup. Que Merci, Dieu vous le Rabia. rende. Mhm, En voilà. tout cas, je suis gâtée. Ouais. Merci à toi de nous Et avoir je suis rendu très visite. touchée pour ce clin d'œil que tu as fait au Sénégal et au Maroc d'ailleurs. Oui, le verre. Sénégal, oui. Ah oui, il faut que je dise, ça c'est une tenue de chez Tutti. Elle appelle ce verre le verre Sénégal. Oui, et tu sais qu'il y a du verre autant pour le Sénégal, autant pour le Maroc. Exactement. Donc tu vois Voilà, que merci. j'ai fait le clin d'œil de tous Et les côtés. tu Et vois- toi, tu as mis ton beau bazin. Bah oui, le beau bazin sénégalais et puis la broderie. le djellaba marocain. Exactement. Donc, voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En fait, c'est le bazin dans le modèle de la djellaba. Exactement, donc le Décidément. mélange quoi. Voilà, c'est ça. La diversité, le brassage Exactement, culturel. multiculturel. Merci Rabia. Merci Kata. Merci à tous et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Afrique Femme.